le Cameroun avait la qualité du personnel médical que nous avons. C'est la non-motivation qui vous décourage. Mais tout le monde sait que vous êtes de qualité. La preuve, on le voit à l'étranger, n'est-ce pas? Le nombre de Camerounais qui vont effectivement travailler à l'étranger en est la preuve évidente. Et donc, je ne vois pas pourquoi un bon médecin, un bon infirmier camerounais serait loué, encensé en France ou en Belgique ou au Canada. Il ne peut pas l'être au Cameroun. Ça veut dire qu'il est bon, il est bon. Alors, quel est le profit ou le parti que nous en tirons? Le parti que nous devons en tirer, c'est que une fois que nous aurons mis en place le dispositif pour répondre aux besoins de santé de base de nos populations, nous devons aussi être à la pointe. Je voudrais que demain, il y ait un certain nombre d'hôpitaux de référence de classe internationale au Cameroun. Il y a là une nouvelle industrie qui est en train de se mettre en place et il n'y a pas de raison qu'un pays aussi bien doté que nous ne soit pas dans cette compétition-là, au moins au niveau continental. Le Ghana, vous avez vu ce qu'ils ont fait, n'est-ce pas? Et ce n'est pas seulement à Accra, à Kumasi, parce que les gens croient que ces hôpitaux-là vont être seulement à Douala, Yaoundé. Non, on peut parfaitement les mettre ailleurs. Ce qui compte, c'est d'avoir des infrastructures adéquates, d'avoir un personnel de niveau international et tout ce qu'il faut et tout ce qui va avec. Et là, vous allez attirer une clientèle qui n'est pas seulement camerounaise. J'ai oublié de dire tout à l'heure que si nous mettons le plateau technique à niveau, comme je l'espère, avec le concours justement du personnel médical qui connaît ce qu'il faut à tel endroit, nous allons non seulement diminuer, mais peut-être éradiquer les évacuations sanitaires. Nous ne pouvons plus nous contenter d'une situation où dès qu'une autorité a un problème, on prend l'avion, même parfois, je crois que quelqu'un avait un Panari, bon, mais vous connaissez l'exemple, hein, il est allé justement faire inciser son Panari. C'est pas normal. Donc, nous allons régler ce problème d'évacuation sanitaire, mais je voudrais aussi que nous soyons une destination pour les soins de santé de beaucoup d'Africains. Déjà en Afrique centrale, nous avons en réalité la capacité d'être le point de référence incontournable. Je me souviens que quand on venait de mettre en place l'hôpital général de Yaoundé et de Douala, des personnalités de pays voisins, je ne vais pas les citer ici, venaient ici. Mais au fil des ans, bon, c'était plus la même chose et tout. Il faut qu'on retrouve cela. Vous avez de la qualité. Et nous allons retrouver cela parce que les médecins qui sont ici, plus en articulation, en coopération, en collaboration avec ceux de la diaspora, peuvent nous permettre d'atteindre ces niveaux-là rapidement. Ici, je profite de cela pour dire, pour nous, quand nous parlons des CHU, c'est justement qu'il faut faire de la recherche médicale dans les CHU. Et pour cela, nous allons vraiment dire aux médecins, en tout cas au personnel médical, il va falloir que vous travailliez avec vos compatriotes de l'étranger. Certains vont rentrer, pas tous, mais d'autres peuvent aussi avoir des partenariats ou des collaborations avec vous. J'ai vu cela dans des pays comme le Maroc, la Tunisie qui est une des principales destinations en Afrique du Nord pour les soins de santé. Je ne parle pas de l'Égypte, mais la Tunisie même avant le Maroc. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La plupart d'entre eux sont des chefs de service dans les hôpitaux, dans les pays développés, mais ils ont un pied dans leur pays à travers un certain nombre de laboratoires. Donc ils dirigent en même temps pas mal de thèses, de jeunes étudiants qu'ils encadrent et des jeunes équipes de recherche qu'ils encadrent. De cette façon-là, nous allons avoir l'assurance que nous serons toujours au diapason parce qu'il va y avoir échange scientifique en permanence. Je crois qu'avec ça, nous pouvons non seulement améliorer notre système de santé sur le plan intérieur, mais également atteindre le niveau dont je parle au niveau international, être une destination pour les soins de santé. Je vois, vous avez vraiment regardé tous les pays voisins qui vous dépassent. Et si nous prenons le lead, l'avance là-dessus, comment voulez-vous que les gens ne viennent pas ici pour cela? Donc, au lieu que tout le monde, j'entends tout le monde aujourd'hui, tout le monde va en Inde, mais bon, les Camerounais aussi qui connaissent la médecine, et ils nous ont montré qu'ils connaissent la médecine, et ils ont fait des prouesses extraordinaires par le passé. L'accès aux médicaments. Nous tenons, d'ailleurs déjà en termes de prestations de soins, je voudrais que demain, vous, les médecins formés dans le système conventionnel, vraiment que vous soyez attentifs et j'ose dire ouverts à notre médecine traditionnelle pour ceux qui veulent collaborer avec vous. Je crois qu'il nous manque cette articulation-là. Je dis ça en passant parce que je viens à la question du médicament qui pour moi est
alors fondamentale, et où effectivement la pharmacopée traditionnelle va jouer un rôle déterminant. Je ne comprends pas, mes chers amis médecins, pharmaciens, personnel de santé, je ne comprends pas pourquoi nous les Africains nous attendons toujours que l'international vienne valider ce que nous allons faire pour que nous le fassions. Bien sûr, je respecte l'OMS, mais je pense que l'OMS ne connaît pas autant que les Camerounais la pharmacopée traditionnelle camerounaise. Et que parfois, justement, nos potions pour lutter contre le paludisme peuvent être plus efficaces que tout ce qu'on fait. Et donc, mon idée, c'est de faire juste ce qu'ont fait les Chinois. Les Chinois, pendant longtemps, et jusqu'aujourd'hui, il y a la médecine traditionnelle chinoise, mais surtout la pharmacopée traditionnelle chinoise, mais fait des miracles, et depuis des générations. Nous sommes au Cameroun. Vous le savez mieux que moi. 70% des Camerounais, sinon peut-être plus, se traitent à la pharmacopée traditionnelle. Nous allons continuer à ignorer cela et à nous baser uniquement sur les 25 à 30% qui effectivement s'appuient sur la médecine moderne et sur les molécules chimiques de synthèse qu'on a mis au point. Si vous avez une solution qui est faite à partir des écorces, des racines, des feuilles, qu'on peut améliorer, on peut améliorer le niveau de densité, la conservation, la posologie, parce qu'en travaillant peut-être justement avec le CHU ou bien on fait des validations. Moi, je n'ai pas besoin que vous passiez par toutes les étapes de validation d'un médicament au niveau international, parce que mon souci n'est pas de vendre ces médicaments dans le monde, c'est d'abord de répondre aux problèmes de santé de ma population. Et pour cela, je ne laisserai personne venir me dicter à ce moment-là les standards. Vous avez fait suffisamment de sciences, d'études scientifiques au sens moderne. Les spécialistes de la pharmacopée traditionnelle ont suffisamment d'expérience empirique pour qu'ensemble vous combiniez pour qu'on mette au point des choses qui vont permettre de résoudre nos problèmes. Moi, c'est vraiment quelque chose. On a mis au point, je crois, on a mis en place, pardon, il y a plusieurs années, c'était l'Institut, l'IMPM, voilà, des plantes médicinales. Oui, mais c'est pas juste pour collecter, c'est bien, donc qu'ils fassent déjà la base de données qu'ils collectent. Mais c'est pas juste pour collecter les feuilles et les différentes plantes, les identifier. C'est ensuite quand on sait quelle est leur efficacité thérapeutique, de voir comment on passe à la phase. Je dis, si vous avez besoin pour faire quelque chose de sophistiqué qui va être exporté et vendu, donc l'on fasse des gélules et des comprimés, alors que pour mes populations ici localement, vous allez mettre dans une bouteille de 50 centilitres, moi, ça me va très bien. Moi, je veux répondre aux problèmes de santé de ma population. Vous voyez, donc il faut vraiment qu'on cesse de continuer à spéculer, à attendre je ne sais qui va descendre du ciel pour vous dire valider ce que nous faisons, pour dire oui c'est bien, maintenant vous pouvez faire. Non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça. Et je peux vous le dire pour avoir vu en Chine, pour avoir vu au Brésil, c'est des gens, j'ai dit même au Brésil, c'est des gens qui n'attendent pas la validation. Quand ils ont un certain nombre de choses qui marchent, on a testé. Si vous avez des soupçons sur la toxicité ou machin, vous allez étudier. Mais s'il n'y a pas, il y a même des choses que nous connaissons tous plus ou moins, depuis qu'on est petit, qui marchent. Ça n'a tué personne. La science aussi, c'est l'empirisme, non? Ça n'a tué personne, donc on doit pouvoir avancer là-dessus. Donc je voulais insister là-dessus. Maintenant, pour ce qui est des médicaments conventionnels, traditionnels, il faut vraiment améliorer le circuit. À la fois, il y a deux piliers. Le premier pilier, c'est que nous devons, on l'a dit, hein, la plupart des choses que je dis, enfin, un certain nombre de choses que je dis, ont été dites même par nos frères et sœurs qui sont en charge de la conduite des affaires du pays. Mais vous dites que vous voulez faire du générique. Mais je regarde, je ne vois pas de... Mais vous voulez faire du générique, faites du générique. Le générique est même entré en Occident aujourd'hui. Vous allez dans une pharmacie à Paris ou ailleurs, vous voulez du générique. D'ailleurs, s'ils vont vous vendre du générique, ça coûte moins cher à la sécurité sociale. Donc pourquoi est-ce que depuis que nous annonçons qu'on va faire le générique au Cameroun, on ne fait pas le générique? Même si nous ne savons pas encore le faire nous-mêmes, il y a des pays qui sont très avancés là-dedans. Faites venir les Indiens, ils en font très bien. Donc et ça va diminuer à la fois le coût d'accès à la santé, mais également notre vulnérabilité par rapport aux affections, aux épidémies ou aux pandémies. Donc c'est ce volet-là. Il faut fabriquer le médicament au Cameroun. Et moi, je mets les deux piliers, les deux volets. Médicaments conventionnels sur la base de l'expérimentation et de toute la science moderne, et médicaments à partir de la pharmacopée traditionnelle. C'est les deux.
Et avec ces deux piliers-là, vous allez voir que nous allons vraiment faire de merveilles. L'autre chose, c'est que nous devons nous assurer. Je sais que le problème, c'est le contrôle. Je sais que le problème, c'est la corruption. Je sais que le problème, c'est l'indélicatesse des Camerounais. Mais nous devons trouver le système nécessaire pour faire en sorte que les médicaments puissent arriver aux formations sanitaires les plus reculées du pays, dans les districts de santé, aux centres de santé. Chaque centre de santé devrait avoir une pharmacie, une petite pharmacie, sans au moins des trucs de base, sans qu'on ait besoin d'envoyer les populations ailleurs. Et ça, il va falloir mettre en place le dispositif de contrôle qu'il faut. Nous ne sommes pas le seul pays à être confronté à ce genre de difficultés. On va s'inspirer même des expériences qui ont eu lieu ailleurs. L'accès aux soins de santé, je viens d'esquisser quelques éléments, passe aussi par l'assurance santé. C'est un serpent de mer au Cameroun. Et je peux paraître comme un politicien qui veut donner des bonbons à tout le monde. Non. C'est vraiment mûrement réfléchi. C'est-à-dire que si vous voulez faire une couverture médicale efficace des populations camerounaises, c'est pour ça que je suis toujours méfiant quand on vous dit par exemple assurance universelle. On ne peut pas faire l'assurance universelle maladie encore au Cameroun. Non, ne nous trompons pas parce que nous n'aurons pas les moyens. Par exemple, l'accès aux soins, je veux plus qu'une femme, je souhaiterais plus qu'une femme meure en couche. Nous avons 4000 décès maternels par an au Cameroun. Est-ce qu'on doit perdre la vie en donnant la vie? Donc nous devons regarder ça et dire qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc je dis assurance santé. Quelqu'un s'amusait en disant, si nous sommes 30 millions, si nous disons que 20 millions de Camerounais cotisent 1000 francs par mois, nous avons 20 milliards par mois, nous avons 200 milliards de francs CFA. Nous pouvons faire des choses avec ça. 1000 francs par mois. Et ça couvre tous les soins de base, etc., etc. Lorsque, effectivement, il s'agit d'une prestation de haute spécialité et autres, nous allons encourager les Camerounais aussi à souscrire à des mutuelles. Mais il y a un minimum. Il n'est plus normal que... Il n'est pas normal, pardon. Il n'est plus acceptable qu'un Camerounais aille dans une formation et qu'on le renvoie parce qu'on dit que tu n'as pas payé, tu ne peux pas payer ceci. Aussi bien en ville que dans les villages. Ça n'est pas normal. Si nous mettons en place un tel système, on peut faire face à cela. Donc, assurance maladie, encouragement à souscrire à des mutuelles pour ceux qui peuvent, césarienne, j'allais dire même tout ce qui a trait à l'accouchement, à la maternité, mais au moins de façon certaine, parce que c'est déjà pas peu, césarienne gratuite. Je l'avais dit en 2018, je maintiens, j'ai fait les calculs, c'est cher, mais on va supporter. Césarienne gratuite. On peut d'ailleurs commencer au moins en faisant j'allais dire entre guillemets discrimination, une distinction avec le niveau des moyens des autres, mais pour tout l'arrière-pays et même dans les grandes villes, ceux qui sont dans des conditions modestes, ça doit être gratuit. La césarienne doit être gratuite. Et le dernier point que je voudrais indiquer ici sur ce problème d'accès à la santé, nous devons avoir des objectifs. À l'heure actuelle, vous savez très bien comme moi, l'espérance de vie au Cameroun est de 53,5 pour les hommes, 55,5 pour les femmes. En Côte d'Ivoire, ils sont à 57. Sénégal, près de 60 ans. Le Rwanda a 68 ans. 68 ans. Il faut donc que nous nous fixions des objectifs en disant à telle échéance, nous devons, l'espérance de vie au Cameroun doit être à 60 ans, à 65 ans, sinon plus. On ne peut pas continuer à vivre comme ça au jour le jour. Non, il faut avoir des objectifs. Et je pense que nous pouvons les atteindre, ces objectifs.
Le dernier point, avant la gouvernance, le dernier point sur les politiques de santé, c'est la nécessité absolue de renforcer, de développer, de promouvoir la médecine de santé publique. C'est là que nous allons développer toutes les politiques préventives. À cet égard, je voudrais que le paludisme soit déclaré, la lutte contre le paludisme soit déclarée comme une priorité nationale. Que demain, on ne parle même plus. C'est-à-dire que si, dans un État fédéré du Cameroun, on dit que le choléra est déclaré, les responsables de santé de cette zone doivent être, je ne sais pas moi, sanctionnés d'une manière ou d'une autre. Des choses comme le choléra, on ne devra plus jamais entendre parler de. Ce sont des maladies de la saleté et du manque d'eau. Mais nous pouvons combattre cela. On n'a pas besoin de 3 ans pour mettre un terme à cela définitivement. Mais je dis le paludisme. Je ne peux pas, ce serait vaniteux pour moi devant des médecins de dire on va éradiquer. Je ne sais pas combien de temps ça prend. Mais ça doit en tout cas être un ennemi public. Ça doit être une priorité de santé publique. La lutte contre le paludisme. Il faut trouver tous les moyens. Mettre en œuvre tous les moyens. Vous savez le dommage que ça fait dans la population? Vous savez ce que nous perdons en termes de productivité à cause du paludisme? Nous n'avons pas, personne ne mesure cela. Le ministère de la Santé devrait mesurer cela avec son collègue du travail. Pour dire là, le paludisme nous fait perdre tant de points d'indice de développement économique par an. Parce que justement, je ne sais pas si vous avez jamais eu des collaborateurs ou même encore une entreprise. Vous aurez 3 ou 4 personnes qui vont vous dire on n'est pas venu parce qu'on avait le paludisme. On est couché une semaine. Une semaine perdue. Et pendant ce temps, le Chinois travaille 48 heures. Vous croyez que son produit qui va arriver ici ne va pas battre le vôtre comment? Nous sommes dans un monde qui est hyper compétitif et nous ne pouvons pas nous comporter comme si on ne le savait pas. Donc le paludisme, il va falloir s'y attaquer par tous les moyens. Ceux qui ont des formules, même justement locales, on doit tester tout cela, on doit combattre. Moi quand j'étais à l'école primaire, tous les vendredis, on nous donnait la quinine. Et à titre, on dit, bon, peut-être après on a dit que c'est pas bon et tout ça, j'en sais rien. Mais on cultivait le quinquina à Tchang et on soignait le paludisme avec ça de manière très efficace. Je ne sais pas pourquoi et pour quelle raison, miraculeusement, du jour au lendemain, on a abandonné ça, ça a disparu. Sauf si vous, sur le plan scientifique, vous nous dites que c'est nuisible pour la santé, je ne vois pas pourquoi on ne doit pas le faire. Donc, la lutte contre le paludisme doit être une priorité. Je termine, mes chers amis, j'ai déjà été un peu long, en disant qu'en ce qui concerne la gouvernance de la santé, il y a quelque chose que nous préconisons au niveau national, qui est l'identifiant unique. Nous voulons que l'identifiant unique serve dans le domaine de la santé. Donc, parce que ça va permettre que lorsque vous présentez votre carte, on sait qui vous êtes. Vous ne pouvez pas tricher ni avec le système de sécurité sociale, ni avec d'assurance maladie, ni avec quoi que ce soit. Donc, il va y avoir le système d'identifiant unique. Évidemment, il faudra se battre vraiment résolument contre la corruption dans le milieu médical. Et j'espère que le renforcement ou la revalorisation du traitement du personnel médical entraînera ou aura en tout cas des effets sur cette pratique qui ne touche pas que le milieu médical, loin s'en faut. Donc il faudra vraiment qu'on éradique ça dans le milieu médical. Je pense, en ce qui concerne également la gouvernance médicale, qu'il faudra que les médecins, au moins ceux qui sont en charge de grandes formations sanitaires, bougent, qu'ils circulent dans les formations sanitaires, les principales formations sanitaires. Si je prends les médecins, bon, évidemment, ceux qui ont des équipes de recherche et tout peuvent être, il peut être plus difficile de les bouger, encore que. Mais il faut vraiment que l'on bouge aussi. Parce que je crois que la sédentarité en matière de gouvernance et en matière de management est terrible. Ça se voit dans les administrations, ça se voit dans les entreprises, c'est aussi valable dans le domaine médical.
Je ne vais pas aller plus loin, je vais arrêter là mon propos introductif en vous priant de m'excuser d'avoir été un peu long, mais il me semble que je voulais partager ces quelques propos avec vous et ensuite vous donner la parole pour tous ceux qui veulent l'apprendre pour enrichir les discussions. Merci beaucoup.